Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, les autorités maliennes satisfaites du document présenté concernant l'intégrité territoriale du nord du pays. Et des blocages persistent sur certains points. C'est l'une des conclusions de la troisième phase de négociation intermalienne qui s'est déroulée il y a moins d'une semaine à Alger. Les artistes s'engagent pour un accès à l'électricité pour tous en Guinée. C'est le chanteur de R&B américain Akon qui a lancé son plan Akon Lighting Africa, une initiative destinée à l'électrification rurale. Et puis les regards étaient tournés vers le sultanat d'Arsagawa au Tchad ce samedi. Les autorités ont sacré l'un des plus grands chefs traditionnels du pays, le roi Tahir Abderrahmane. Il est le 12e souverain à prendre place sur ce trône. Mais avant de développer ces titres, les Tunisiens se sont rendus aux urnes ce dimanche pour désigner leurs députés. Selon l'instance organisatrice des élections, un taux de participation de 60% a été enregistré. Les résultats devraient être connus dans la journée. La diaspora, composée de 300 000 Tunisiens de l'extérieur, était appelée à voter également depuis vendredi. Le scrutin présidentiel suivra dans moins d'un mois, le 23 novembre 2014. La troisième phase des négociations intermaliennes s'est déroulée il y a quelques jours à Alger. L'objectif de cette session était de présenter un projet d'accord aux deux parties. Un document a finalement été élaboré à Alger par la médiation. Le pouvoir de Bamako se dit satisfait par le respect de l'intégrité territoriale, mais des blocages subsistent encore dans le processus de paix. Anan Faro. Éléments pour un accord pour la paix et la réconciliation au Mali. C'est l'intitulé du projet présenté lors de la troisième phase des négociations intermaliennes à Alger. Le document de travail de 14 pages a été écrit par les médiateurs à partir des propositions des mouvements armés et des autorités de Bamako. Le projet prévoit un redéploiement progressif de l'armée malienne dans le nord ou encore l'intégration de combattants des groupes armés au sein de l'armée nationale. Nous sommes optimistes. Nous avons demandé aux médiateurs d'user de toutes leurs influences, notamment sur les groupes armés, pour que les attitudes extrémistes du genre « nous voulons une fédération, nous voulons l'indépendance », que ces attitudes qui ont déjà été rejetées dans les accords précédents, dans les résolutions de l'ONU, soient abandonnées. Que nous tous, nous nous inscrivons dans un processus sincère de paix, processus de construction, sur fond de beaucoup plus de pouvoir aux collectivités, de beaucoup plus de moyens, de beaucoup plus de latitude, afin que toutes les communautés de notre pays, communauté Bella, communauté Sonrai, communauté Peul, communauté Tamashek, Bambara, mais aussi partout ailleurs sur le territoire, chacun puisse avoir les leviers de son développement en main à travers leurs représentants légitimes. L'exécutif malien estime que ces préoccupations majeures ont été prises en compte. Réaction dissonante au nord où les représentants du Mouvement national de libération de l'Azawad ne sont pas satisfaits du texte et souhaitent un statut politique pour les régions de Gao, Tombouctou et Kidal, un statut rejeté par Bamako. Donc le fond est le plus important que la forme. Statut, fédération, autonomie ou autre, laissons les mots de côté. Définition, qu'est-ce qu'il faut donner comme pouvoir, comme moyen, comme ressources aux territoires, aux communautés, pour pouvoir prendre en charge l'essentiel de leur développement. C'est de ça dont il s'agit et c'est ce qui fonde un peu l'offre de paix que le gouvernement a formulée aux médiateurs dans le cadre du processus d'Alger. Après la proposition de la médiation algérienne, une nouvelle phase de restitution est engagée en vue d'éventuelles modifications du texte. Les prochaines étapes de pourparlers se dérouleront au Mali. Les médiateurs ont prévu de se retrouver le 26 novembre pour une dernière séance qui devrait mener à la signature d'un accord de paix. Au Burkina Faso, c'est ce lundi que débutera la 8e manifestation de l'opposition à l'encontre de la modification de l'article 37 de la Constitution. Ce projet de loi soumis à l'Assemblée pourrait permettre au président Blaise Compaoré de briguer un 5e mandat. Particularité de cette manifestation, elle sera conduite par des femmes du PDC, le Parti pour le développement et le changement, et d'autres femmes de la société civile. Une autre journée de protestation nationale de l'opposition aura lieu mardi. Le président Yann Kama, officiellement réélu au Botswana, il entamera un second mandat grâce à la victoire de sa formation politique, le Parti démocratique du Botswana, aux élections législatives. Le BDP a en effet obtenu au moins 29 des 50 sièges requis au Parlement. Les précisions d'Ibra Radinjai. Au Botswana, le président sortant Yann Kama a été réélu ce dimanche 26 octobre pour un second mandat à la tête du pays. Le Parti démocratique du Botswana a obtenu la majorité des sièges au Parlement aux législatives, entraînant sa réélection immédiate. En effet, ce sont les députés qui élisent le chef de l'État. Au moins 29 des 57 sièges que compte le Parlement ont été remportés par le camp présidentiel. La victoire
victoire de M. Kama est une bonne chose pour la démocratie du Botswana. Même si il a gagné avec une poussée de l'opposition, cette poussée est salutaire et permet de mettre la démocratie botswanaise en route et en ordre de marche. C'est une bonne chose qu'il faut saluer pour la plupart des autres pays africains et c'est indispensable et c'est ainsi et c'est bien. Mais les nombreux défis qui attendent le président Ian Khama sont nombreux. Le pays traverse de nombreuses turbulences, notamment des difficultés économiques, le chômage des jeunes ou encore le système de santé inquiète la population. La croissance du PIB au Botswana chute de 2011, donc chiffre de 6,1% à 4,1% en 2014, à la fin de cette année. Ce qui fait que, compte tenu de l'inflation qui est à 5,8%, là, cette croissance est dévorée complètement par cette inflation. Donc, le pays devra prendre des mesures pour lutter contre l'inflation. C'est-à-dire que le pays connaît une crise due au ralentissement ou à la baisse aussi du marché du diamant, les prix aussi, les cours du diamant. Donc, le pays devra essayer d'orienter son économie au niveau budgétaire, éventuellement après une certaine inflation causée par la masse monétaire qui a été augmentée par les salaires des fonctionnaires. Et il faudra que le pays réoriente, le président devra réorienter l'économie vers les services, notamment le tourisme et d'autres services pour la sous-région, plutôt que de se contenter du diamant. Le collectif pour le changement démocratique, composé d'une coalition de partis, a obtenu 12 sièges. Il devient ainsi la principale formation de l'opposition. L'accès à l'électricité est une cause fédératrice qui mobilise les plus grandes instances. Beaucoup de pays entreprennent par exemple la construction de barrages hydroélectriques. Le plan Power to Africa a été lancé par le président Barack Obama il y a quelques mois, mais c'est un autre entrepreneur qui s'est récemment fait connaître. Le chanteur américain Akon, d'origine sénégalaise, a lancé son projet d'électrification en Guinée. La capitale a déjà reçu une centaine de kits solaires, comme nous le montre ce reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. Des kits solaires pour électrifier des ménages des îles de l'Os sur les larges de Kaloum à Conakry. Une initiative de la star mondiale Akon. L'artiste américain d'origine sénégalaise s'investit dans l'électrification rurale en Afrique. Le défi est de fournir de l'électricité à près d'1 million de ménages ruraux. Un projet baptisé Akon 19 Africa. Nous avons décidé de commencer avec le secteur de l'énergie parce que nous savons qu'avec l'électricité, nous pouvons attirer beaucoup d'investisseurs et c'est dans ce secteur qu'il y a un véritable besoin. Alors, c'est avec joie et fierté que nous allons lancer le premier projet de African Light avec les kits solaires, ici sur les îles, avec bien entendu le soutien du président Alpha Condé. Une centaine de kits solaires sont installés dans plusieurs ménages des îles de l'Os au large de Kaloum à Conakry. Coupés d'électricité depuis quelques années, l'initiative du chanteur américain Akon améliore le quotidien des insulaires. Par le passé, on avait du courant ici 24 heures sur 24 pendant les moments fastes de l'exploitation minière. Mais après, il y a eu une bonne période encore. Presque nous vivions dans l'obscurité. Et ces kits-là, quand même, sont venus améliorer un peu cette situation. Dans le pays, des efforts sont en cours pour améliorer la desserte en électricité. Une initiative présidentielle a permis d'électrifier les artères publiques de toutes les villes du territoire national grâce à un projet d'électricité solaire. Le projet 19 Africa du chanteur Akon conforte le président guinéen dans son programme d'électrification du pays avec le solaire. Ce que Akon est en train de monter, ça veut dire qu'on peut avoir le courant sans de barrage. On peut développer le courant ici, soit par les panneaux solaires, soit par d'autres technologies modernes aujourd'hui qui peuvent nous permettre d'avoir le courant. Le projet Akon 19 Africa va toucher 9 pays africains. Le Mali, le Sénégal, la Gambie, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Burkina Faso, le Congo et la Guinée. Pour le président guinéen, cet investissement du chanteur Akon en Afrique reste un modèle de leadership et d'entrepreneuriat à développer auprès de la diaspora africaine. Cérémonie de circonstance. Au Tchad, les autorités ont installé samedi 25 octobre l'un des plus grands chefs traditionnels du pays, celui des Sagawa, une des communautés particulièrement influentes. Reportage de notre envoyé spécial Paul Dessingwe. La qualité des invités révèle le caractère important de la cérémonie. Représentant du chef de l'État Idriss Déby, personnalités civiles et militaires, diplomates, chefs religieux.
S'ils sont tous présents à Iriba, dans la région du Wadi Fira, à 1200 km de N'Djamena, la capitale, c'est parce que le Tchad intronise l'un de ses plus grands chefs traditionnels, le sultan du Dar Zahawa, Sa Majesté Tahi Abderrahmane Hagar. Monsieur le Sultan, au regard des lois de la République, vous êtes désormais garant des us et coutumes de la population de votre entité que vous avez en même temps la mission d'encadrer. Vous devrez également collaborer avec les autorités administratives et judiciaires dans leurs actions. À 61 ans, Sa Majesté Tahi Abderrahmane Hagar est le 12e roi à s'asseoir à la tête de ce trône. Un sultanat qui compte à ce jour 5 sous-préfectures, 10 cantons et près de 90 000 habitants. Si le sultanat de Dar Zaghawat est l'un des plus importants du pays, c'est parce qu'il a joué un rôle majeur dans la libération du Tchad. C'est l'un des tout premiers sultanats à lutter contre la pénétration coloniale franco-anglaise au début du 19e siècle. C'est un vieux sultanat qui date du temps colonial. C'est une des régions qui est parmi les plus anciennes parce qu'elle était entre-temps une préfecture et elle a été érigée en département. Donc le sultanat de Dar Zaghawat est l'un des grands sultanats qui ont marqué l'histoire du Tchad et l'histoire de la région, surtout de Wadi Fira. Depuis 2010, le gouvernement a entrepris une série de réformes visant à valoriser le fonctionnement de la chefferie traditionnelle au Tchad. Ces réformes ont fait des autorités traditionnelles et coutumières de véritables collaborateurs de l'administration tchadienne. Ils peuvent désormais exercer et agir au nom de l'État selon des conditions encadrées par la loi. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.